Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Ah, bonjour, c'est un bonjour collégial. Bonjour à tous, bienvenue au Téléstaff du mois de décembre. Donc aujourd'hui, nous allons parler des directives anticipées. On a le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe de l'EREC, donc Mégane Ladiès qui est juriste et le docteur Thomas Léonard qui est directeur de l'EREC, le psychiatre également. Ils vont tous les deux nous parler de l'aspect juridique et éthique des directives anticipées. Donc, je vais bientôt leur laisser la parole. Juste avant, petite partie logistique, je vous demanderai de garder vos micros coupés pour un confort d'écoute. Il y aura un large temps dédié aux questions, aux interrogations après leur intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir sur le chat si vous le souhaitez. Je rappelle que ce téléstaff est enregistré pour permettre un replay sur la chaîne YouTube du CHRU. Euh, voilà, et ben, je vous souhaite à tous un bon téléstaff et Mégane, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, avant de donner la parole à Mégane, je vous salue. Est-ce que vous voyez toujours le PowerPoint ou est-ce qu'il s'est perdu entre-temps? Non, ça a l'air bon. bon. Il y a des pouces en l'air. Vous voyez? Bon. Alors c'est de mon côté que je ne le vois plus, mais du coup je sais comment. Est-ce que là vous le voyez défiler? Oui. Ouais, Oui, super. bon. Impeccable, on est bon. Donc, vous nous avez déjà eu l'occasion de nous rencontrer au fil de quelques Zooms de la RVMA. On est quasiment au complet, l'équipe de l'espace de réflexion éthique de la région Centre. Ça va être essentiellement ma collègue Mégane Ladiès qui va prendre la parole pour nous faire un apport juridique, mais aussi pratique et aussi éthique dans l'heure qui nous est dédiée, avec une moitié qui sera consacrée au fait de pouvoir répondre à vos questions. On se veut le plus un message le plus resserré. Bien sûr, vous verrez à quel point ça amène à des réflexions plus longues, qui sont des choses qu'on nourrit au cœur des travaux de l'espace de réflexion éthique. Donc, comme à chaque fois, si ça vous donne envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous retourner vers nous pour ce qui est de la réflexion éthique. Voilà. Je laisse la parole à Mégane. Mégane, j'espère que tu es parmi nous et je te cède la parole. Et je passe les diapositives quand tu me dis. Voilà. Merci. Oui, donc bonjour. Là, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si on me voit, mais au moins, j'espère qu'on m'entend. Donc bonjour. Ah, il y a des petits pouces, c'était bon. Donc bonjour, donc, je me présente rapidement. Je suis Mégane Ladiès, juriste et coordinatrice de l'espace de réflexion éthique de la région Centre-Val de Loire. Donc déjà, merci pour cette invitation à cette visio pour nous permettre de parler des directives anticipées, donc avec le docteur Léonard. Moi, je vais faire un apport au vu de mon profil éthique et juridique. Et aussi, l'idée, c'est de faire un peu une présentation on va dire, 25-30 minutes sur cette thématique-là et de laisser après un temps d'échange derrière. Donc, voilà. Thomas, je veux bien que tu passes la prochaine diapo. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est voir un petit peu d'où on part pour voir où on arrive. Hein. Donc, j'ai trouvé ce petit schéma assez intéressant. Après, comme dit, ça ne me gêne pas aussi que le support soit mis à disposition, hein, si ça peut vous aider. 5 grosses lois hein, quand on parle fin de vie, et celle qui nous intéresse pour la thématique actuelle, c'est celle de 2005 et celle de 2016, et il y aurait pu avoir des changements au courant 2024, mais pour l'instant, c'est un petit peu arrêté. Donc, diapo suivante, Thomas, s'il te plaît. Voilà, donc pour faire simple, hein, j'ai mis des détails sur ces lois-là, mais pour le sujet d'aujourd'hui, les directives anticipées, c'est la loi de 2005, donc dite Leonetti, qui est la première à parler spécifiquement de la fin de vie et qui a introduit cette notion de directive anticipée. Et donc, ça permet de les rédiger et de permettre aux patients d'effectuer ou d'exprimer ses volontés, on va dire, en matière de décision médicale, tout ce qui est relatif à la fin de vie, dans les cas où on ne peut plus s'exprimer. En 2005, il faut savoir que ces directives n'étaient valables que 3 ans et elles avaient juste une valeur d'information pour le médecin. En fait, ça ne s'imposait pas à lui. On a eu une évolution en 2016 avec la loi Claes-Leonetti qui crée de nouveaux droits en faveur des malades
et personne en fin de vie. Et donc là, les directives anticipées, on va dire, elles changent un petit peu de statut, on va dire, entre guillemets, elles sont revalorisées, elles prennent un peu plus d'importance, puisque déjà, elles n'ont plus de conditions de durée, hein, donc il n'y a pas de limite dans le temps, et elles deviennent contraignantes pour le médecin, sauf deux exceptions qu'on verra un petit peu plus loin. Et aussi, on a renforcé le rôle de la personne de confiance. Après, j'ai mis d'autres éléments sur ces lois-là. Je vous les laisse, mais voilà, c'est pas forcément l'ordre du jour, c'est à titre indicatif. Diapo suivante, Thomas, s'il te plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on aurait dû avoir une évolution législative qui est pour l'instant un petit peu suspendue. On espère que ça repartira fin janvier. Hein, c'est ce qui semble ressortir dernièrement. On ne sait pas trop d'où on repart, peut-être sur ce qui avait été arrêté au milieu d'année. Mais ça a posé aussi la question des directives anticipées. Hein, voilà, il y a eu des débats autour de ça, une idée aussi, une volonté d'ouvrir une aide active à mourir, hein, suicide assisté, euthanasie. Et donc, ça a posé les questions aussi de si on ouvrait ces aides actives à mourir. Peut-être qu'on aurait pu retrouver aussi ces notions-là d'inscrites dans une anticipation de décision médicale sur la fin de vie. Donc, voilà, on ne sait pas trop où on va, mais ça aurait pu aussi impacter la rédaction ou l'utilisation des directives anticipées. Pour l'instant, on attend de voir où on va aller et comment on va reprendre les débats au début d'année 2025. Diapo suivante, Thomas, s'il te plaît. Donc, pour parler proprement, plus directement des directives anticipées, il faut savoir que ça concerne déjà tout ce qui est situation de fin de vie. Donc, en fait, l'idée de ces directives anticipées, c'est d'exprimer ou d'écrire ses volontés sur finalement les traitements, les actes médicaux qu'on voudrait ou qu'on ne voudrait pas si un jour on ne peut plus s'exprimer. Donc, je donne l'exemple, hein, on peut avoir un grave accident qui fait qu'on ne peut plus s'exprimer, ou alors on a une maladie grave qui nous entraîne vers cette incapacité-là. Ça concerne vraiment les conditions de notre fin de vie, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaiterait poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou par exemple des actes médicaux. Je veux bien la diapo suivante, Thomas, s'il te plaît. En fait, ces directives anticipées, vu que c'est un écrit, ça permet en fait aux médecins, on pourrait même dire aux professionnels de manière générale, de faire connaître nos volontés, ou en tout cas le patient, d'exprimer sa volonté et aussi de la faire respecter vraiment si un jour je ne peux plus m'exprimer. Donc, il faut savoir que je peux aussi les faire quand je suis en bonne santé. Et puis, il peut arriver que un jour, j'ai malheureusement un accident, ce qu'on appelle un événement aigu. Par exemple, je fais un AVC ou j'ai un infarctus qui m'emmène vers une incapacité de communiquer. Par exemple, je suis en état végétatif. Ça peut être une maladie grave qui apparaît. J'ai une aggravation et ça me rend incapable de m'exprimer. Ou ça peut être aussi utilisé dans les situations de fin de vie, hein, avec plusieurs... le grand âge, des maladies nombreuses, hein, des éléments qui s'accumulent. Là-dessus, je rajoute un événement aigu qui survient, qui fait que je vais décliner et je vais être dans l'incapacité de pouvoir m'exprimer. Donc vraiment, les directives anticipées, c'est pour exprimer ce que je souhaite ou ce que je ne souhaite pas sur, j'insiste, la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitement ou aussi de gestes médicaux. Alors, c'est de l'écrit, mais j'aime bien aussi dire que c'est un outil de dialogue avec les proches, dans le sens où c'est pas forcément des choses qui sont faciles à aborder. Et pour le coup, des fois, commencer à parler des directives anticipées, ça ne permet peut-être pas forcément de permettre la rédaction de celle-ci, mais déjà d'aborder le sujet de la fin de vie, des souhaits, hein, de ce que je voudrais, ce que je voudrais pas. Et peut-être, même si on ne les écrit pas, au moins savoir ce que souhaitent les proches. J'ai déjà fait un petit peu l'expérience auprès des miens. Hein. Ça n'a pas forcément abouti à la rédaction de directives anticipées, mais ça a permis de savoir peut-être ce qu'ils souhaiteraient ou ce qu'ils ne souhaiteraient pas hein, pour tel acte, telle thérapie, etc. Ou même la question du don d'organes. Maintenant, je sais ce que certains proches souhaitent ou non. Donc voilà, ça peut être aussi vu comme une aide au dialogue et aborder la fin de vie avant la rédaction. Il me reste un petit truc, Thomas, juste avant. Ça permet aussi de soulager les proches. Je vais assez rapidement sur cette notion-là, mais le fait qu'on pose par écrit ses volontés, hein, ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas sur ces questions-là, ça permet aussi d'éviter à la famille, aux proches, d'avoir ce sentiment de culpabilité si je ne sais pas ce qu'il ou elle veut ou si on ne sait pas ce que le patient veut. On se tourne parfois vers les proches, hein, on va dire souvent vers la famille, le proche, etc.,
qui va se sentir coupable de dire bah oui, on arrête le traitement ou le limite, ou on ne fait pas tel ou tel geste, et se sentent responsables de ça, alors qu'en fait, si le proche écrit, ça enlève un peu ce sentiment de culpabilité, cette responsabilité à la personne. Donc ça peut être aussi un outil, entre guillemets, pour aider les proches à ne pas se sentir coupables si on vient, par exemple, à limiter ou arrêter un traitement. Là, on peut changer la diapo, Thomas. Merci. Alors, qui peut les rédiger? Donc, en fait, c'est toute personne majeure qui peut les écrire. Alors, on est en droit français, donc on aime bien l'écrit, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un document écrit qui doit être daté, signé, et dans lequel on écrit le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Ça fait un peu penser au testament en droit français. Il y a un certain formalisme, mais c'est pour être sûr que la personne qui a rédigé telle ou telle volonté, c'est bien celle qui est désignée. Hein. Donc, voilà les éléments qu'on doit retrouver. Donc voilà, donc c'est vraiment, on peut voir ça aussi comme une sorte de forme de protection de la volonté de la personne, et on va vraiment voir ces directives-là anticipées que lorsqu'on ne peut plus exprimer ses volontés. Tant que la personne peut s'exprimer, on privilégie bien sûr l'oralité. Pour tout ce qui est personnes majeures qui ont des mesures de protection juridique, par exemple la sauvegarde de justice, curatelle simple ou renforcée, elles peuvent rédiger librement leurs directives anticipées, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour les personnes sous tutelle, il faut l'autorisation du conseil de famille ou du juge, et une fois qu'il y a l'autorisation de donner, elles ne sont pas assistées ou représentées par leur tuteur pour le faire. Donc, je vous ai mis aussi l'article de référence du Code de la santé publique, hein, si ça vient, si vous venez avoir ce questionnement-là. Et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est qu'en fait, les directives anticipées, ça reste un droit, et ce n'est pas aussi une obligation. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels on pourra rééchanger. Mais voilà, hein, il faut garder ça aussi en tête. Alors, quand et comment on rédige ces directives anticipées? Alors, c'est vraiment à n'importe quel moment de sa vie. Je vais vous donner quelques exemples avant. Mais on peut tout à fait rédiger ces directives anticipées quand on est en bonne santé, à partir du moment où on est majeur. Donc, qu'on ait 18, 20, 30, 40 ou X années, on peut les rédiger. Hein. Si je suis malade, porte un handicap, je peux rédiger mes directives anticipées. Elles n'ont pas de limite de temps, donc c'est-à-dire que, voilà, par exemple, je les écris, elles ont une durée de vie illimitée. De ce fait, hein, étant humain, on a peut-être nos envies qui évoluent. C'est possible de les modifier totalement, partiellement ou carrément de les annuler. Mais comme on l'a fait à l'écrit, toutes les modifications, annulations doivent se faire par écrit. Aussi, on a un petit peu, quand même, on a certaines modalités au niveau de l'écriture. Pour les personnes qui sont en capacité d'écrire, il y a plusieurs façons de faire. Donc, il y a des formulaires qui sont très bien faits. Donc, on en trouve qui sont faits, j'en ai mis quelques exemples plus loin par le ministère de la Santé et de la Prévention. L'HAS en a fait également. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. C'est des modèles qui existent, qu'il y a juste à remplir. Ou alors, on peut prendre une feuille de papier et puis les écrire avec tous les éléments que je vous ai énoncés. Il n'y a pas besoin de témoin. À l'inverse, par contre, si j'ai une personne qui ne peut plus écrire ses directives anticipées seule, elle va pouvoir faire appel à 2 témoins qu'elle désigne, donc elle choisit. Parmi ces 2 témoins, on inclut la personne de confiance, on en a désigné une, pour les rédiger à sa place. Et donc, en fait, on utilise ces personnes en tant que témoins pour justement attester que le document qui a été rédigé par l'une ou l'autre, une sorte de contrôle, exprime bien la volonté de la personne qui peut plus écrire. Et après, bien sûr, c'est assez réglementé. Les deux témoins indiquent le nom, le prénom, et on mélange tout ça aux directives anticipées. Non, c'est bon, merci. On peut passer, Thomas, merci. Ah. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Merci. Alors, ce qui est important aussi, quand on rédige ces directives anticipées, c'est... tu peux remettre juste la diapo d'avant, Thomas, s'il te plaît. Voilà, ce qui est important aussi quand on est dans la rédaction, alors là, je vous parlais beaucoup d'actes médicaux, gestes, etc. On peut mettre aussi, je vous l'ai mis dans les exemples, des valeurs, des convictions, des préférences. C'est des choses qui vont être utiles, des informations utiles pour le médecin, mais aux yeux de la loi, ça ne va pas être vraiment vu comme une directive. Mais ça va aussi peut-être orienter le médecin sur tel traitement, telle thérapie, tel geste ou pas. Voilà.
On peut écrire aussi ce qui est redouté, donc ça va être la douleur, l'angoisse, les traitements ou les techniques qu'on souhaite ou pas, et aussi parfois ce qu'on espère au moment de sa fin de vie. Et alors, en échangeant avec les collègues de soins palliatifs, ils m'expliquaient quand on est en bonne santé, on écrit surtout dans ces directives anticipées ce qui n'est pas voulu pour sa fin de vie, et on se projette plus dans si j'ai un accident très grave, ce que je souhaite ou pas, ou si j'ai un état de coma prolongé, j'appréhende ci ou ça, que quand on est vraiment une personne malade ou qu'on approche de la fin de notre vie, les directives anticipées en fait, sont de plus en plus adaptées, de plus en plus précises, parce qu'en fait, les échanges avec les professionnels ont été de plus en plus réguliers. Il y a eu de plus en plus d'explications qui ont été données sur les traitements, les effets secondaires, etc. Et ça affine en fait la volonté de la personne sur ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle refuse. Et finalement, c'est des directives anticipées qui sont peut-être, j'ai envie de dire, un petit peu plus pointues, sachant qu'en plus, la fin de vie arrivant, souvent, les traitements qui étaient peut-être refusés en tout début de rédaction de directives anticipées évoluent et souvent, ce qui était refusé est demandé. Voilà, pour aussi faire une petite différence entre les rédactions et l'évolution qu'il peut y avoir. On peut avancer, Thomas, sur la diapo suivante. Donc après, ce qui peut, voilà, donc j'en ai parlé, les souhaits, les inquiétudes aussi, ça peut être juste une peur sur un événement aigu, j'ai fait une hémorragie ou j'ai une infection très grave. Ça peut être des choses abordées dans les directives anticipées. Il est aussi abordé la question, on peut dire si on accepte ou si on refuse l'administration d'une sédation. Alors, il y a plusieurs sédations possibles. On peut parler aussi de la sédation profonde et maintenue jusqu'au décès, où on maintient la personne dans un état de sédation jusqu'au décès pour éviter la souffrance. Et donc, je l'ai rappelé parce qu'on est dans le cadre de la loi française actuelle. On n'autorise pas l'assistance au suicide ni l'euthanasie. Donc, si c'est écrit dans les directives anticipées, bien sûr, on ne pourra pas en tenir compte et respecter la demande du patient. Donc, les directives anticipées, pour essayer de résumer, d'une manière générale, c'est poser par écrit notre parole si on est dans l'impossibilité de communiquer. Voilà, pour essayer de les résumer de manière générale. On peut passer à la diapo suivante, Thomas. Donc, il y a la façon de rédiger les directives anticipées. Vous voyez, il y a des formes, le quand, le qui, mais aussi le contenu. Donc, et une fois que j'ai fait tout ça, en fait, l'essentiel, c'est qu'elle soit connue et facilement accessible. Donc, ce qui est important quand on a rédigé ces directives anticipées, c'est de faire savoir qu'elles ont été écrites et qu'elles deviennent facilement accessibles. Donc, on peut les donner à la personne de confiance, au médecin traitant, à notre famille, aux proches, en fait, à toutes les personnes que l'on souhaite. Et il faut aussi indiquer le lieu où on les a mises. Donc, j'ai pris aussi l'exemple de mon espace santé, parce qu'il y a une petite rubrique dans laquelle on peut rédiger ces directives anticipées, mais on peut dire aussi, clairement, je ne veux pas rédiger mes directives anticipées. Donc voilà, si on ne met rien dans cet espace-là, vraiment l'idée c'est de faire tourner l'information, de les confier aux médecins, mais aux soignants, qu'on va mettre pour qu'on puisse les mettre dans le dossier médical ou la personne de confiance. Vraiment l'idée c'est une fois que j'ai rédigé, je fais savoir que je l'ai fait et j'indique de manière claire et précise à qui je les ai données ou où elles se trouvent. On peut faire la diapo suivante, Thomas. Donc j'ai mis aussi, si ça vous intéresse, quand on est dans le cadre d'une hospitalisation, la rédaction des directives anticipées, ça peut être quelque chose de demandé. Et bien sûr, on indique le lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui les détient pour, s'il y a un souci, on puisse s'orienter vers la personne pour avoir accès à ces directives anticipées. On le mentionne aussi, on peut le mentionner dans le dossier médical pour que les personnes soient informées de l'existence de celle-ci. Quand on est dans la prise en charge à domicile ou, par exemple, dans le secteur social ou médico-social, on recommande fortement de le dire soit aux médecins, aux soignants, ou à l'administration, qu'il existe des directives anticipées et qui les a, où c'est conservé, etc. Donc, l'idée, c'est de faire savoir, je les ai rédigées, et vraiment communiquer sur le lieu où qui les a. Donc, en gros, l'idée, c'est si elles sont connues, forcément, je peux les appliquer. Si elles ne sont pas connues, forcément, je ne vais pas pouvoir les appliquer. C'est bien de les écrire, mais après, il faut bien dire qu'elles existent, où elles sont rangées ou qui les a. Et donc, après, on peut donner des copies vraiment à toutes les personnes, voilà, pour qu'on soit au courant de leur existence.
dossier médical, etc. Donc pareil, c'est un peu l'effet, j'ai envie de dire un peu pervers des directives anticipées, c'est que c'est de l'écrit, donc si je veux les modifier ou si je veux les annuler, je dois refaire tout le chemin inverse, c'est-à-dire reprévenir les professionnels, les soignants, mes proches, ma personne de confiance, que j'ai changé d'avis, je veux modifier mes directives anticipées ou je les annule, et je dois redonner le document. Donc je dois finalement refaire encore tout le chemin. Donc voilà, il y a le côté pratique aussi, connu pour être appliqué, mais si je change d'avis, il faut que je refasse tout le chemin, toute l'administrative derrière. Voilà. On peut passer. Voilà, merci. Donc, il se pose la question aussi de leur utilisation. Une fois que c'est rédigé, c'est connu. La situation d'urgence. Alors, le premier geste, réflexe qu'on va avoir en tant que professionnel de santé, ça va être sauver la personne, la réanimer. Si y a une maladie grave et incurable, on a la possibilité de ne pas mettre en œuvre des tentatives de réanimation si c'est inscrit dans les volontés, dans les directives anticipées. Et donc, si je suis face à un patient, un résident qui ne peut plus s'exprimer, on doit chercher le plus vite possible s'il y a eu cette rédaction de directive anticipée pour en prendre connaissance le plus rapidement possible et par la suite les respecter si c'est applicable ou pas. On peut faire la diapo. Merci. Donc, il y a 2 exceptions, j'en ai parlé au tout début, qui permettent aux médecins, si je peux dire, d'avoir une marge de manœuvre sur l'application et de conserver la liberté de décision. Je vous ai mis l'article de référence avec l'alinéa du Code de la santé publique. Donc, les 2 exceptions, c'est lorsque la situation est manifestement, les directives anticipées, sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, et cette décision de ne pas appliquer les directives anticipées, elle est prise à l'issue d'une procédure collégiale. Donc, voilà un petit peu les 2 exceptions qui sont prévues, et en plus, il y a un garde-fou, il y a la procédure collégiale qui est mise en place, et il faut savoir que le médecin demande aussi l'avis d'un autre médecin en qualité de consultant, donc il ne faut pas qu'il y ait de lien hiérarchique entre ces 2 personnes. Voilà un petit peu, pour résumer, les 2 exceptions, la procédure collégiale. Donc après, bien sûr, si on refuse d'appliquer les directives anticipées, on prévient la personne de confiance, la famille, les proches, voilà. Mais il n'y a que 2 exceptions qui nous permettent de ne pas appliquer les directives anticipées. Tu peux passer la diapo. Là, c'est juste quelques exemples pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les formulaires qui existent. Donc ça, c'est fait par le ministère, celle du ministère. Donc vous voyez, là, c'est la partie où on peut mettre finalement des informations sur sa situation personnelle, sa famille ou ses proches, ou j'ai peur de la solitude, de la douleur, etc. Bien sûr, c'est daté, signé. Donc on retrouve un peu les formes de base qu'il doit y avoir, le nom, le prénom, la date. Parce que forcément, si j'ai plusieurs directives anticipées qui m'arrivent, je vais prendre, un peu comme le droit, le testament, je vais prendre la plus récente parce que je me dis c'est celle qui finalement, dans la temporalité, est celle qui collerait le plus aux dernières volontés de la personne. Donc ça, le modèle ministère de la Santé. Tu peux passer la diapo suivante, Thomas. Voilà, donc après, vous avez 2 types de modèles. Soit je suis en bonne santé, ou soit je suis atteinte d'une maladie grave ou incurable. Et on vous dit, vous avez deux versions, 2 modèles à remplir en fonction de la situation dans laquelle je suis. Voilà, au titre de l'obstination déraisonnable, on ne peut pas entreprendre ou on peut arrêter des soins. Enfin, elles sont assez bien faites. Voilà, et ça explique aussi un petit peu aux personnes qui rédigent les termes un petit peu médicaux, réanimation cardiaque, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, une dialyse, etc., etc. Une assistance respiratoire, qu'est-ce que c'est voilà, un tube pour respirer. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans ce modèle-là. Tu peux passer à la diapo suivante. Là, je vous ai parlé de la notion de sédation, on la retrouve également indiquée dans celui-ci. J'ai mis un autre exemple, celui de l'HAS, qui est assez bien fait, parce qu'on a un petit préambule qui explique bien aux patients le rôle des directives anticipées, aussi la question des prélèvements d'organes. Donc, ça peut permettre aussi une introduction, aussi avec les personnes qui veulent les rédiger, du rôle des directives anticipées. Donc, c'est à peu près la même chose. Le contexte, c'est fait un peu différemment. Il y a peut-être un petit peu plus de place qui est mise à la question, par exemple, ou l'explication de ce que c'est qu'une alimentation, une hydratation par voie artificielle, le tube pour respirer, etc. Parce que c'est le problème quand on rédige des directives anticipées, c'est qu'on fait appel à des notions médicales qu'on n'a pas forcément. Mais voilà, c'est 2 modèles qui existent, qui sont assez bien faits, qui peuvent permettre ou aider à la rédaction de directives anticipées.
Alors, c'est aussi les directives anticipées des notions qui qui ont fait un petit peu débat. La loi aurait pu évoluer bien avant la loi 2024 qui aurait dû arriver sur la notion d'opposabilité des directives anticipées. Donc, on vous dit qu'elles sont opposables aux médecins, sauf les deux exceptions que je vous ai énoncées. Et en fait, il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité qui est arrivée en 2022, parce qu'en fait, un médecin a refusé d'appliquer des directives anticipées en disant qu'elles sont manifestement inappropriées à la situation du patient, la situation médicale du patient. Donc, en fait, les juges ont dû un petit peu répondre à cette question. Je vais essayer de faire assez rapide, où en fait, le cas d'espèce, c'est un homme de 44 ans qui a un gros accident, qui a dû être mis dans un coma artificiel. Il a rédigé ses directives anticipées, les a confiées à un médecin, donc rédigé, confié, mais le médecin ne les a pas lues. Il exprimait le souhait d'être maintenu en vie à tout prix, même artificiellement. Donc finalement, il demandait quelque chose qui était contre la loi, parce qu'on l'a vu, on n'a pas le droit de maintenir quelqu'un en vie à tout prix, même artificiellement, parce qu'on tomberait dans l'obstination déraisonnable. Or, il avait toutes ses capacités, les directives anticipées étaient bien rédigées. Donc en fait, on avait deux principes légaux qui s'entrechoquaient. En procédure collégiale, il a été décidé d'arrêter les traitements. La femme et les deux sœurs du patient ont dit nous, on n'est pas d'accord parce que notre patient, notre membre de famille avait dit je veux être maintenu en vie, même artificiellement. C'est écrit dans les directives anticipées. Et l'équipe a maintenu, au vu de l'évolution négative du patient, qu'on tombait dans un état irréversible et qu'il fallait arrêter les soins, parce qu'on basculait dans une obstination déraisonnable. On ne pouvait pas tenir compte des directives anticipées parce qu'on était dans quelque chose qui était manifestement inapproprié ou non conforme à sa situation, à ce patient. Tu peux passer la diapo suivante, Thomas. Et du coup, en fait, il était question justement il a été discuté cette notion-là, en tout cas par les juges, les familles. Donc, il y a eu des discussions. Et en fait, ce que disaient les parties, la famille, tout ça, c'est qu'il n'y avait pas assez de garanties par rapport à la marge d'appréciation du médecin qui disait oui ou non, c'est manifestement inapproprié ou non conforme à la situation médicale de la personne. Et en fait, on ne respectait pas certains grands principes constitutionnels, le respect de la vie, la liberté de la personne, et notamment une liberté de conscience. Et les juges sont venus dire que si notre droit français respectait bien toutes ces notions-là, le droit à la personne de recevoir les soins les plus appropriés par rapport à son état de santé, et on sauvegarde sa dignité, notamment en fin de vie. Et le législateur est venu aussi abonder en disant qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans notre droit français et qu'il y a des garanties pour éviter qu'il y ait une trop grosse marge d'appréciation de la part du médecin. C'est qu'il y a une procédure collégiale, donc on a plusieurs, et on a la possibilité, comme ce qui a été fait là, de soumettre cette décision au contrôle de juge, donc de garde-fous sur cette appréciation. Mais voilà, si ça avait abouti, peut-être que ça aurait modifié notre droit français et enlever peut-être cette exception-là de non-applicabilité des directives anticipées pour des situations, quand elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Donc voilà, à un moment, ça aurait pu être un peu ébranlé ce droit-là, mais ce n'a pas été le cas. Donc, tu peux passer la diapo. Je me permets, Mégane, tu m'entends? Je me permets oui. de t'énoncer les questions qui nous arrivent en même temps dans le chat. Il y en a une qui est en rapport avec ça. Oui. Pourrait-on avoir des exemples sur les deux cas de non-application des directives anticipées? Donc, tu as commencé en partie à nous répondre. C'est quelles sont les situations où elles sont pas applicables et ça s'illustre comment en pratique? Attends, j'essaie de comprendre un peu la question en pratique. C'est des exemples concrets de. Il y a les situations où elles sont, ce qui est rédigé est manifestement pas en lien avec la situation concrète. Et puis il y a alors là, je sais pas, vous nous donnez l'embarras du choix en demandant ça, mais par exemple, si quelqu'un dans ses directives anticipées rédige des choses en lien avec
je vais prendre des choses que j'ai en tête. Si quelqu'un a Oui, vas-y. une SLA, par exemple, et qui, dans les directives anticipées, vous dit « je ne veux pas être réanimé » ou « je veux avoir aucun soin ». Lorsque, par exemple, j'aurais perdu la déglutition ou lorsqu'il est décrit une évolution attendue de la pathologie chronique. On peut comprendre que les gens veuillent anticiper les choses de cette manière. Et puis c'est à côté de ça, la personne, il se trouve que c'est pas l'évolution de sa SLA qui est en cause, mais c'est une infection aiguë, curable, transitoire. Est-ce que quand on est aux urgences, on se retrouve à devoir appliquer la directive anticipée demandant à ne pas être réanimé quelles que soient les circonstances, alors que là, on est dans une circonstance qui est peut-être autre. Ça ne nous donne pas la réponse de savoir ce qu'il faut faire, mais par contre, on voit que la directive anticipée porte sur des éléments de contexte qui sont manifestement pas ceux qui sont ceux d'actualité. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est la question de l'urgence, c'est-à-dire lorsque on n'a pas le temps d'avoir accès aux directives anticipées ou que on a besoin d'un minimum d'exploration pour s'assurer qu'on est dans le cadre notamment diagnostic supposé de ce qui est énoncé dans les directives anticipées. Il y a un minimum de choses qui parfois sont à faire dans l'urgence avant de pouvoir avoir soit accès aux directives anticipées ou être sûr que la situation clinique relève du contexte des directives anticipées. Est-ce que j'ai bien répondu, Mégane ou... Oui, c'est bien. Merci. Je te laisse poursuivre. Ouais, ou est-ce que... Ouais. Ouais. Parce qu'il y a d'autres questions qui sont très, très je utiles finis aussi à pouvoir répondre. Oui, il me reste, on va dire, en 5 grosses minutes, j'ai fini, du coup, pour laisser le temps à l'échange. Donc, du coup, là, c'était une critique, mais on peut passer. J'ai mis tous les liens juridiques du Code de la santé publique, s'il y a des personnes qui veulent aller lire un peu plus en détail ces éléments-là. J'ai mis les références du juridique, en tout cas, voilà, dans le support. Voilà. Donc après, aussi parce que j'ai ce côté juriste, le droit fait des constats aussi, c'est que en fait, des fois, on est en difficulté à préserver justement le droit de la personne malade quand on parle d'autonomie par rapport à des choix de vie, les préférences, les décisions, le respect et l'intégrité de la personne, ses valeurs. Souvent, quand on prend une décision, ou qu'on écrit ses directives anticipées, on retrouve ces notions-là aussi. La question de l'intimité, de la sphère privée, etc. Et si en plus, sur ces questions-là, c'est des questions qu'on s'est posées aussi ou abordées au sein de l'espace éthique, c'est si on ajoute ou on pose ces directives anticipées en lien avec le trouble cognitif, ça pose des questions, des fois, ou par exemple, quand on a des personnes qui ont des troubles cognitifs, on aurait tendance à dire d'emblée, elles n'ont pas les compétences décisionnelles pour prendre des décisions ou rédiger des directives anticipées. Elles sont encore capables, ça j'ai mis quelques éléments, de prendre des décisions qui peuvent être valables concernant leur vie, leur bien, peut-être même leur fin de vie. Ça pose aussi la question quand on est mandataire judiciaire, de respecter les modes de vie des personnes protégées et pas forcément projeter ce que la société voudrait ou leur propre préférentiel et laisser peut-être un petit peu de marge de manœuvre à cette autonomie-là pour ces personnes-là. Tu peux mettre la diapo suivante. Alors c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ça nous appellera à voir aussi quelle est la part de l'accompagnement que les professionnels peuvent avoir dans le fait que lorsqu'il y a des troubles cognitifs restant sans doute débutants, ils puissent être accompagnés dans la mode de rédaction. Et puis après, sans doute, on est sur une continuité, mais pas tout à fait la même chose que lorsque les troubles cognitifs sont plus importants. Sans doute difficile pour les personnes d'écrire par eux-mêmes de façon construite ce qu'ils souhaitent, mais par contre, il y a quand même la place pour que des professionnels puissent identifier des préférences, des valeurs, un assentiment à certaines propositions et ça évolue vers l'enjeu de pouvoir garder trace aussi de ça, même si c'est pas que
personne qui met en œuvre son autonomie de façon totalement solitaire et indépendante. Je rebondis. Il y a une question sur cette question des personnes avec troubles du jugement et troubles cognitifs ou autres, qui notamment amène à ce qu'ils puissent être sous mesure de protection. Il y a la question pour les personnes sous tutelle, quelle procédure pour solliciter le juge si la personne ne peut pas le faire elle-même? Est-ce au tuteur de le faire ou à l'institution de le faire? Donc en gros, quid des directives anticipées pour des personnes sous mesure de tutelle? Peut-être à distinguer des personnes sous curatelle. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Alors je crois que alors il me semble, j'essaie de me rappeler. Alors c'est quand la personne peut pas elle-même, c'est ça, saisir le juge des tutelles. Alors après, est-ce que le tuteur peut le faire? Là, j'avoue. Alors, c'est quand quelqu'un est sous tutelle, il faut demander l'autorisation au juge des tutelles de pouvoir savoir si la personne peut écrire ses directives anticipées. Ah oui, le juge, il va juste dire oui, vous pouvez. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas le tuteur qui a à faire, voilà, mais par contre, ça doit être un juge des tutelles qui doit décider si on est dans une situation où la personne sous tutelle est en mesure d'écrire des directives anticipées qu'on peut recevoir. La loi définit ça pour les tutelles. Ça laisse du coup, je pense que pour les personnes qui sont sous curatelle, il n'y a pas de distinction au regard de la loi concernant la curatelle. Voilà. Non, après l'idée vraiment quand on saisit le juge, c'est même plus maintenant il a changé de nom, c'est plus le juge des tutelles, c'est vraiment c'est le proche qui peut aussi, peut-être. Et après, ça dépend si on est protection à la personne ou au bien, c'est encore différent. Mais c'est je saisis le juge pour vérifier. Il dit oui ou il dit non. Vous pouvez ou pas rédiger vos directives anticipées. Voilà. Donc après, c'est le juge qui va vraiment donner cette autorisation ou pas. Et après, si j'ai l'autorisation du juge et que je suis sous tutelle, moi, je pourrais rédiger, si je suis sous tutelle, mes directives anticipées. Le tuteur, après, n'interviendra pas dans la rédaction. On pourra peut-être en reparler à la fin s'il y a d'autres questions dessus. Je sais pas. Allez, je te laisse finir. Oui, est-ce que je suis sur le bon diapo? Oui, tu peux passer même, on peut avancer. Voilà, donc pour un peu essayer de finir ou conclure, on a finalement un dilemme entre le respect des droits de la personne, aussi une volonté de la protéger quand on est dans ce questionnement-là, et on oppose des fois autonomie et vulnérabilité, alors qu'on pourrait les concilier. Et j'aime bien ce que disait ce magistrat, c'est protéger sans diminuer et essayer de trouver un équilibre entre respect des droits et effectivement cette volonté de protéger. On est, en tout cas juriste ou droit, pris en étau entre autonomie, consentement et cette volonté de protéger la personne. Tu peux passer la diapo. Ça fait écho, je pense que vous aurez le temps de le lire, mais au pacte d'Ulysse, on parlait de temporalité aussi. Après, je pense que vous connaissez, c'est Ulysse qui revient de guerre, il passe devant les sirènes avec ses marins, et l'idée, c'est qu'il dit à ses marins, je vais écouter les sirènes, donc vous bouchez les oreilles, vous m'attachez au bateau pour que moi je puisse les écouter, parce qu'on sait très bien que si on écoute les sirènes, on n'en revient pas. Et en fait, il fait une sorte de directive anticipée, Ulysse, en leur disant, si je passe dans les sirènes et qu'il m'arrive ça, vous ne me détachez pas, donc j'anticipe quelque chose qui pourrait arriver. Il passe devant les sirènes et effectivement, ce qui doit arriver arriva. Ulysse leur demande de les détacher. Et en fait, les marins respectent les directives anticipées d'Ulysse et pas sa volonté à l'instant T, ce qui lui sauve la vie. Finalement, une fois qu'ils sont passés dans les sirènes, ils le détachent et la vie reprend son cours. Mais ça pose la question de la temporalité et finalement de quelle autonomie je respecte. Quand on rajoute la question de trouble cognitif, est-ce que je respecte l'autonomie où j'avais finalement ma propre loi, où j'avais pas de trouble cognitif, où j'écoute celle que je suis à l'instant T, avec peut-être une évolution fluctuante de celle-ci. Mais voilà, je vous l'ai mis. Voilà, c'est juste qu'on respecte l'autonomie d'une personne, finalement, même si ça peut conduire jusqu'au décès. Donc, ça pose ces questions-là. À partir de quel moment on considère qu'on est dans l'incompétence et la question de la prise de décision, liberté, sécurité. Donc, tout ça, c'est des questions qui se posent. J'ai mis le lien aussi, la référence, si vous voulez aller lire un petit peu plus en détail ces questions-là. Ces notions-là, ça a été développé par un autre
d'autres collègues aussi dans d'autres espaces éthiques. On peut passer la diapo, Thomas, du coup. Ça pose la question, hein, on va peut-être en parler, autonomie et identité aussi. Quand on a une autonomie qui évolue, ça peut peut-être faire évoluer la décision, le consentement et nos rédactions de directives anticipées. Quand on a des maladies, par exemple Alzheimer, des altérations de la mémoire, etc., ça peut impacter. Ça fait référence aussi à la temporalité. Voilà, une évolution du sujet. On peut passer à la diapo suivante. Et ça peut faire écho, si vous aimez bien les films, cette autonomie et temporalité de style Alice. On vous laissera le regarder, mais ça pose ces questions d'autonomie, d'anticipation aussi de ce que je voudrais, ce que je voudrais pas. Quelle autonomie je suis, celle où j'ai anticipé tel ou tel état, ou les choses comme ça. Vas-y, tu veux peut-être intervenir. Du coup, les questions qu'on a. Alors, il y en a une, je ne suis pas forcément sûre de la comprendre, mais je pense qu'en prenant deux à la fois, on va y arriver. Oui, vas-y. Donc, un exemple concret, lorsqu'un résident en EHPAD sans maladie grave et incurable nous demande de ne pas être réanimé en cas d'arrêt cardio-respiratoire, est-ce que l'équipe peut légalement ne pas mettre en œuvre le massage cardiaque s'il y a un arrêt cardio-respiratoire? Alors, c'est intéressant parce que du coup, dans la question, il y a le mot légalement, ce qui permet de faire le contraste entre le légalement et éthique. Mais du coup, légalement, qu'est-ce que tu nous réponds? Après, ça fait quoi un petit peu à ce qu'on a. Je vous ai perdu, non, c'est bon. Ça fait quoi ce qu'on a dit avant, si dans les directives anticipées, c'était indiqué, bon, je ne souhaite pas tel ou tel acte médical et que c'est clair, j'ai envie de dire, peut-être, mais d'un côté, si on est dans la situation d'urgence, on va chercher peut-être à réanimer. Le contexte va toujours jouer dans le. Voilà. Donc, par rapport à la situation que vous nous soumettez, il faudrait pouvoir préciser et que la personne n'a aucun trouble du jugement au moment où il a rédigé ses directives anticipées, et que dans le contenu de ce qui est écrit dans les directives anticipées, est-ce qu'il est bien précisé, par exemple, quel que soit le contexte? Voilà, en imaginant aucun contexte qui fasse exception, je ne souhaite sous aucun contexte être réanimé. Et à ce moment-là, je pense que légalement, effectivement, on peut en venir à entendre le fait de ne pas réanimer, sauf concernant le point de l'urgence. Comme on l'évoquait tout à l'heure, et donc l'urgence de savoir dans la temporalité pouvant être nécessaire pour déterminer dans quel contexte on est. Par exemple, même si quelqu'un a écrit ça et que la situation clinique environnementale sur laquelle on tombe nous fait suspecter est-ce que c'est une tentative de suicide ou est-ce que c'est un homicide, vous voyez, et que vous n'avez pas les éléments de certitude, eh bien peut-être qu'il y a des premiers soins qui peuvent être faits. Par contre, est-ce qu'on va jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire, la réanimation? Légalement, non. En théorie, non. Mais je vous dis, sauf s'il y a réserve que vous craignez que ce soit pas une situation de santé seule, mais un geste intentionnel qui l'ait amené. Là, il pourrait avoir une exception sous le motif de l'urgence nécessitant de déterminer ce qu'il en est du contexte. Donc, j'espère avoir répondu à cette question-là. Et du coup, il y avait la question, pouvez-vous nous donner des exemples de directives anticipées qui ont été appliquées? Qui ont été appliquées, je pense qu'il y a une infinité de différents types de directives anticipées qui sont appliquées tous les jours, mais celui traité dans la question précédente, j'espère, vous illustre ce qui serait un exemple de directive anticipée tout à fait applicable. Oui. Alors, je lis la question en même temps que je te la soumets, Mégane. Il y a parfois une confusion des tutelles entre l'information sur les directives anticipées et l'obligation de rédaction des directives anticipées. Notamment, peut-être il y a un retour que vous pouvez nous faire sur l'expérience d'une évaluation de l'HAS.
considération par les tutelles de non-respect des droits de la personne. Alors, j'essaye de comprendre entre les mots ce que vous nous évoquez. C'est le point que tu nous disais, Mégane, c'est un droit, les directives anticipées. Donc, il y a l'obligation, sans doute, pour une institution notamment, de pouvoir informer sur ce droit. Mais il n'y a pas une obligation de recueillir la directive anticipée. Non. Voilà, je pense que effectivement, c'est important de pouvoir le reformuler. Non, d'accord. Notamment, alors on n'a pas qu'un public d'EHPAD, mais c'est vrai que les dossiers, les formulaires d'admission peuvent souvent laisser une place aux directives anticipées. Voilà, on redit que c'est pas une obligation de remplir ces formulaires-là. Et puis c'est pas non plus une obligation de les remplir dès le début. Vous voyez, de la même manière qu'il faudrait avoir rempli la personne de confiance. D'ailleurs, la personne de confiance de même, c'est un droit à pouvoir la désigner, c'est pas une obligation à la désigner. Mais voilà, au-delà du côté que ça soit pas obligatoire, il y a aussi sans doute une question de la temporalité où même si les patients peuvent en venir à vouloir le rédiger, c'est peut-être pas forcément absolument à l'admission que ces choses-là sont à faire et que ça nécessite peut-être un peu un cheminement. On peut, sur une réflexion plus éthique, on peut se demander ce que ça signifie quand on entre dans un EHPAD qui est un lieu de vie et aussi peut-être le lieu de la fin de vie. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir parmi les premières réponses à formuler, d'avoir à dire, bon, quelles sont vos directives anticipées pour la fin de vie? C'est peut-être un peu refroidissant et puis c'est peut-être pas le moment où on a totalement réfléchi aux situations de santé et comment elles vont se dérouler et quelle suite on voudrait y donner, surtout si l'entrée en EHPAD marque une rupture aiguë en termes de choix de vie. J'en profite aussi, il y a des mains levées. On pourrait laisser la parole à certaines personnes qui veulent peut-être poser des questions. Alors, à l'oral, encore mieux. Ouais. Oui, alors il y a marqué qualité RBP sur le nom. Je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, vous pouvez poser votre question. Bon. Bonjour, je suis directrice dans un établissement d'hémodialyse et je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on confonde pour notre part, hein, c'est un petit peu ce qu'on a fait, mais on a été un petit peu pris en étau sous la pression des bonnes recommandations, de bonnes pratiques que nous donne l'HAS, où on a le sentiment d'une obligation qui n'est pas une obligation, mais une recommandation, encore une fois. Et ce qui est dommageable, c'est que cette pression qu'on a pour la mise en place des directives anticipées nous amène à avoir l'impression de faire le forcing, parce que je partage totalement. Et effectivement, c'est pas quand on arrive en hémodialyse non plus qu'on doit vous demander, alors, vous voulez quoi? Parce que effectivement, c'est comme quand on entre en EHPAD, il se passe quelque chose dans notre vie. Il y a une rupture, il y a un nouveau mode de vie qui apparaît, des nouvelles conditions cliniques qui font que ces directives anticipées, elles sont peut-être pas données enfin, on lance cette discussion peut-être pas au moment pertinent. Alors, ce qui est très difficile à faire, c'est comment on témoigne de nos bonnes pratiques dans les établissements en disant oui, on sait qu'il faut faire des directives anticipées. On en parle à nos patients, mais nos patients, comme tout le monde, vous en parlez aujourd'hui, dans 10 jours, il a oublié parce que c'est plus son sujet. Et je me demande même jusqu'à quel point est-ce que c'est à l'hôpital ou la structure, est-ce que c'est dans ces conditions qu'on devrait en parler? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose la question de où est le bon moment de parler des directives anticipées finalement? Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut se poser comme question, nous professionnels envers nos patients. Bon, ça n'appelle pas forcément une réponse, on est tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense qu'effectivement, le côté
le risque d'injonction qu'une recommandation peut avoir, je pense qu'il faut s'en saisir néanmoins positivement en essayant de prendre date pour soi-même en tant que professionnel, de dire est-ce que j'essaye d'en parler quand même. Et s'il y a quelque chose à tracer, peut-être, c'est ça, c'est de dire sujet énoncé, évoqué, telle date. Si vous avez une certification, une accréditation, déjà, vous aurez ça à pouvoir retracer. Mais pas forcément que ça soit l'enjeu, que l'essai soit converti en une directive anticipée produite. Et puis, oui, je suis tout à fait d'accord sur, là aussi, ce devoir d'information sur ce qu'est le droit de tout citoyen. Pourquoi ce serait absolument que un établissement de santé en lien avec une pathologie ou en lien avec un EHPAD, l'accompagnement de la fin de vie, qui soit le seul lieu qui soit porteur de cette invitation à la réflexion. Les professionnels du domicile précédemment, et puis les familles, voilà, enfin, toute la société à pouvoir s'en saisir et pas que néanmoins un temps donné dans une institution. Et puis se pose aussi la question dans l'institution, par exemple, qui est l'EHPAD, quel est le professionnel qui est le mieux placé pour en parler et pour les recueillir. Je dis les deux verbes parce que c'est peut-être des temps différents. Par exemple, en faisant des grandes lignes, hein, je ne veux pas être caricatural, mais sans doute que pour accueillir le cheminement d'une pensée au fur et à mesure d'un vécu qui évolue avec la dépendance, la maladie, le temps qui passe, ce cheminement de la pensée et de recueil de la parole, des psychologues ont une place intéressante au fil du temps. Mais d'un autre côté, pour contextualiser avec les enjeux médicaux, le médecin généraliste, le médecin coordonnateur a sans doute aussi une part importante pour c'est des directives anticipées sur la fin de vie, sur ma fin de vie au regard de mes comorbidités. Et là, il y a sans doute aussi une place importante à avoir. Donc, c'est sans doute quelque chose qui peut se construire à plusieurs et donc pas simplement être la question d'un temps donné de remplir une case dans un dossier rempli par un professionnel quel qu'il soit. On a une autre question aussi, que ça a concerné les personnes en situation de handicap mental. Comment ça se passe, les directives anticipées? Doivent-elles être faites, pardon, que se passe-t-il en cas d'urgence vitale dans l'établissement? Je reprends les mots écrits. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans et je vous dirais en quelque sorte que ça ne fait pas de changement, de grande différence par rapport à ce qu'on s'est dit. Sur la question de l'urgence, il y a, si on est dans le cadre d'une urgence qui n'est pas prévue dans le cadre de ce qui est écrit dans les directives anticipées, c'est un fort risque que la directive anticipée puisse ne pas être applicable. Et après, la question du handicap, je ne sais pas ce que vous aviez dans l'esprit en évoquant ça. Ça ne changera rien, sauf si par contre il y a une dimension de handicap cognitif et avec un handicap cognitif qui fait qu'il y a toujours eu un trouble du jugement. C'est là qu'il est difficile de faire que la personne seule puisse réécrire ses directives anticipées à un moment où elle serait dépourvue de trouble du jugement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas écouté ce qu'elle souhaite, mais ça prend plus la forme de plusieurs regards portés par des personnes de l'entourage qui identifient que c'est plutôt ça que la personne aurait voulu. Voilà. Mais voilà, pouvoir résumer le handicap sans préciser la nature des handicaps et leur intensité, c'est plutôt difficile. Madame Chabillan, je vois une main qui s'est levée depuis. Votre micro est coupé. Juste avant que vous interveniez, je rebondis, je permets de vous
partager la réponse, la suggestion, la dernière qui était dans la conversation, l'intérêt de préparer aux directives anticipées à froid éventuellement très jeune avec son médecin généraliste. Voilà, c'était ce qu'il y avait dans les conversations. En tout cas, de commencer avec le médecin généraliste à pouvoir être habitué effectivement à avoir cette logique d'esprit de qu'est-ce qu'on voudrait pour soi si. Après, le très jeune, il faut que ça soit très jeune et que ça continue au fil de la vie. Parce que, comme Mégane vous l'a dit, une des évolutions de la loi, c'est que les directives anticipées n'ont plus de durée dans le temps. Avant, il y avait une péremption au bout de 3 ans. Pour le pire et pour le meilleur, je le dis pour le risque, c'est si vous en venez à rédiger votre directive anticipée à 18 ans, essayez quand même de vous y reposer des questions plus tard, parce que sans quoi, légalement, quand vous aurez 88 ans, si vous avez rédigé des directives anticipées à 18 ans et que vous n'y êtes jamais retourné, ce qui est écrit dans la directive anticipée, légalement, fera foi. Alors qu'à 18 ans, je pense que vous n'aurez pas tout à fait la même expérience de votre vieillissement, de votre dépendance, de votre handicap, de vos comorbidités de vie. Et sans doute ce que vous aimeriez voir prolonger ou pas prolonger comme difficulté, et peut-être avec un point de vue différent que lorsque vous aurez 48 ans ou 88 ans. Voilà. Madame Chabillon, si vous voulez intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, très Donc, bien. moi, je suis Madame Chabilan, donc adjoint administratif en EHPAD. Moi, j'avais une question. Si toutefois on a une personne âgée, on lui en parle, elle n'est plus en capacité d'écrire, elle veut les faire et elle veut prendre comme témoin, admettons, 2 agents de l'établissement parce qu'elle n'ose pas en parler à sa famille. Est-ce que nous, en tant qu'agent d'établissement, on a le droit d'être témoin de nos résidents? Mégane, tu sais répondre vu que c'est un des points que tu as évoqué, notamment, tu l'as dit tout à l'heure, la question des 2 témoins. Est-ce que du coup, on discrimine entre témoins familial, pas familial, professionnel? Alors, au niveau de la loi, j'ai pas vu cette différence-là, en tout cas. Après, on parle bien de 2 témoins qui rédigent à la place de la personne parce qu'elle peut plus, elle peut plus écrire, voilà. Après, si elle a la personne de confiance, elle doit obligatoirement, par contre, faire partie des témoins. Après, de mémoire, en tout cas dans la loi, on dit pas témoin, famille. Ça peut être. Après, ça pose la question aussi de comment aborder encore une fois cette notion-là de fin de vie. Mais après, pour moi, aux yeux de la loi, il n'y a pas cette distinction-là. On parle vraiment de 2 témoins qui écrivent à la place de la personne pour justement attester que c'est bien la rédaction, la volonté de la personne qui a été posée par écrit. Je pense que légalement, on est d'accord. Après, c'est toujours pareil. Voilà. Il y a la question de l'applicabilité de la loi. Je vous fais le parallèle avec si quelqu'un, c'est clairement dit, ou même par défaut est donneur d'organes, mais que vous avez la famille qui, le moment venu, dit on n'est pas d'accord pour qu'il donne ses organes. Légalement, en théorie, il est donneur d'organes, mais en pratique, vous êtes confronté à une famille et ça va être compliqué d'aller au-delà de ce que la famille dit. De la même manière, si légalement, il y a des directives anticipées avec témoins multiples, quelle que soit leur nature, et donc même des professionnels, si la loi dit que c'est possible de faire, légalement, il est vrai qu'elles sont à tenir, mais il n'empêche que s'il y a un désaccord entre ce qu'a écrit la personne dans ses directives anticipées dans ce contexte et ce que pense la famille, et peut-être plus globalement quand on vient à ces questions-là, des petites tensions entre l'institution et la famille, même si juridiquement la directive anticipée peut être considérée comme valable, il n'empêche qu'il y aura quelque chose de complexe dans la mise en œuvre qui ne doit inviter à ce que cette directive anticipée soit aussi un outil de dialogue, comme le disait Mégane, et que ça aide à lever l'opposition en amont, parce que sinon on imagine la situation archétypale où vous avez un médecin qui a à prendre une décision, qui lit la directive anticipée, et en face de lui, il a tous les enfants qui disent le contraire. Je ne suis pas sûr qu'en pratique, ça rende plus simple la situation. Juridiquement, oui, mais voilà.
J'espère avoir répondu, même si ça rend plus complexe ma réponse. Je pense. Oui, merci. Alors, il y a une dernière question dans le chat, c'était pour un enfant qui doit prendre la décision. Alors, Mégane nous a dit que ça devait être un majeur qui pouvait rédiger une directive anticipée, comprenant que l'enjeu de la directive anticipée, c'est si la personne n'est pas en possibilité de décider par elle-même le moment venu. Or, qui décide pour un mineur, même si l'enfant n'est pas en capacité, de toute façon, pour un mineur, c'est l'autorité parentale qui décide. Donc, la question, il n'y a pas besoin de réfléchir à une directive anticipée pour un mineur. Pour un mineur, il y a besoin de s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit titulaire de l'autorité parentale. Est-ce qu'on a pu écluser toutes les questions? Il me semble, oui. Oui. Alors, j'avais juste une toute première question qui correspondait à la journée organisée du 10 janvier. La personne demandait si, une fois le Google Form rempli, il y avait un retour, une confirmation d'inscription ou pas. Mégane, je te Oui, laisserai. ça va être fait. Du coup, là, c'est prévu cette semaine. Ben voilà, merci pour ce retour. Merci. On va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous deux. Merci. Merci. Oui, vous pourrez avoir le support pour la dernière Tout à fait. remarque. Voilà. Super. Du coup, j'enverrai comme je fais habituellement un compte rendu avec le support de votre présentation sans souci et ça sera fait avant la fin de l'année. On se retrouve donc l'année prochaine. Du coup, le prochain Téléstaff, ce sera le 28 janvier et on parlera du diabète. Donc, j'espère que vous serez autant connectés qu'aujourd'hui. Vous étiez 125, donc merci beaucoup. Merci de vous connecter chaque mois au Téléstaff et d'y trouver de l'intérêt. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions et vos interrogations. C'était un sujet qui était demandé suite au questionnaire envoyé aux EHPAD l'été dernier et au domicile. Voilà, donc merci à tous. Merci à Thomas, merci à Mégane pour votre intervention. Voilà, et je vous dis au mois prochain. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.